Le Yuka Mini de deuxième génération est disponible dans sa version 800 avec dôme laser LiDAR, en exclusivité chez Amazon. Et si l'on rapporte son prix de manière sobre à sa performance de surface, il est même actuellement un peu moins cher que le modèle d'entrée de gamme 500. Contrairement à ce dernier, ce robot ne se contente pas d'utiliser une technologie de caméra assistée par intelligence artificielle pour la reconnaissance des objets, mais dispose également du dôme laser à 360 degrés. Les lasers LiDAR sont invisibles pour nous pendant l'entretien de la pelouse et ne présentent aucun danger pour la santé. Tout au plus, on aperçoit parfois un léger éclat lumineux dans le dôme lui-même. Grâce au procédé dit Time of Flight, il détecte avec assurance, sur des pelouses de hauteur normale, les obstacles à partir de la taille d'une boîte d'allumettes ou d'un tuyau d'arrosage, à condition que la sensibilité restante soit réglée de manière aussi fine dans l'application, ce qui la plupart du temps n'est pas forcément recommandé. Le principe fonctionne de jour comme de nuit, et même lorsque la visibilité est extrêmement réduite par un brouillard très dense. Les capteurs mesurent l'intervalle de temps entre l'émission et la réception du faisceau ou du nuage de points, après que celui-ci a heurté un obstacle et a été renvoyé en retour. Dans le jargon technique, ce processus d'aller-retour est appelé round trip. Grâce à la conception de son dôme, ce Yuka sait donc à tout moment, dans toutes les directions, ce qui se trouve où, jusqu'à une distance de 60 mètres. Tout cela se produit en permanence en direct, ce qui permet aussi de réagir aux conditions qui changent soudainement autour des animaux domestiques ou des hérissons. En matière de protection des données, cette technologie est plus prudente qu'une caméra, car elle identifie plutôt des contours et des distances, au lieu de chercher à les interpréter explicitement. L'étendue des fonctions se situe presque exactement au même niveau que celle du modèle 1000, actuellement plus cher de 250 €. La seule différence est qu'il existe ici une limite logicielle de cartographie fixée à 800 mètres carrés. Avec le prix actuel, le modèle 800 est proportionnellement, là encore, un peu moins cher. Il faut toutefois signaler que seules 5 zones, au lieu de 10, peuvent être traitées individuellement et que la batterie avec 4,5 Ah est tout de même un peu plus petite que les 6,1 Ah proposés dans le modèle 1000. Les avantages sont très clairement la mise en service rapide, l'application complète, qui explique pourtant chaque étape de l'installation et chaque fonction pertinente au moyen de cartes d'information, la navigation fiable et la durabilité à long terme. Ce dernier point est surtout garanti par la batterie remplaçable séparément, qui coûte environ 199 €. De plus, un Yuka ménage beaucoup plus la pelouse, notamment le jeune gazon et les passages fortement sollicités, qu'un Luba. Le Yuka pèse un peu moins de 11 kg et ses simples roulettes directionnelles sont plus faciles à manœuvrer que les chenilles articulées du Luba Mini et du modèle haut de gamme Luba 3. En contrepartie, il ne dispose justement pas d'une transmission intégrale, ce qui peut rendre les creux profonds problématiques pour les roulettes directionnelles. Avec une capacité de pente allant jusqu'à 45% à l'intérieur de la surface et la possibilité de franchir des pierres de champ, des racines d'arbres et autres obstacles similaires jusqu'à 3,5 cm de hauteur, on se situe cette année dans la moyenne en matière d'aptitude au terrain. Pour le prix, c'est certainement acceptable. Le Luba 3 peut franchir des racines d'arbres jusqu'à une hauteur de 5 cm et coûte actuellement à partir de 2000 €. Son élégante rotation sur place doit plutôt être désactivée temporairement au cours de l'année, par égard pour la couche végétale. Le Yuka, lui, n'a pas forcément besoin de faire demi-tour en plusieurs manœuvres. En revanche, l'application offre des possibilités tout aussi complètes que celles des modèles haut de gamme, abstraction faite du nombre pur de zones individuelles, limitée ici à 5. La coupe des bordures peut être largement personnalisée. Il est possible de définir non seulement si elle doit être effectuée au début ou à la fin d'une charge, mais aussi, en début de saison ou après de fortes périodes de croissance, de lancer à tout moment uniquement une coupe intensive des bordures. Il est en outre possible de régler par charge de batterie la coupe des bordures extérieures entre 0 et 4 passages et séparément dans la zone des zones interdites à l'intérieur de la surface entre 0 et 3 passages. En soi, le plateau de coupe est fixé de manière rigide au centre, ce qui laisse environ 10 cm d'herbe le long des limites extérieures élevées. Autour des obstacles élevés situés à l'intérieur de la surface, la distance se réduit car le robot les approche depuis plusieurs angles.
Les limites extérieures planes et franchissables sans risque, comme de larges surfaces en pierre ou en béton, devraient tranquillement être dépassées d'une demi-largeur de boîtier lors de la cartographie des limites extérieures. Dans ce cas, il est ensuite possible d'y garantir une coupe absolument sans bord résiduel. Par ailleurs, l'application permet encore de réduire davantage la distance par rapport aux obstacles, en diminuant au minimum le décalage au niveau des bordures et en expérimentant avec la détection d'obstacles désactivés. Il faut toutefois essayer cela une fois de manière approfondie sous surveillance, puis décider localement si la surface est délimitée de façon suffisamment claire pour que cette étape convienne. Il est absolument louable que ce modèle compact travaille lui aussi déjà avec 5 coupes par rotation, ce qui permet d'obtenir plus rapidement une meilleure régularité qu'avec la section de coupe des robots tondeuses équipés de seulement 3 lames. En matière de trajectoire de coupe, outre la tonte pure du périmètre des limites, on dispose bien sûr aussi du zigzag pour une efficacité élevée et une uniformité rapide, ainsi que du contraste en damier, particulièrement spectaculaire. Ce dernier prend plus de temps et ne devrait peut-être pas forcément être choisi si l'on veut exploiter pleinement la cartographie maximale de 800 mètres carrés. Il faut le tester, et cela dépend aussi de la présence ou non d'une croissance intense au printemps. 4,5 ampères-heure de capacité de batterie reste, pour un modèle à moins de 1000 €, fondamentalement très correct. À titre de comparaison, Dream y ne propose sur le A2, même dans la taille 3000, que 5 ampères-heure et la technologie de charge n'est pas vraiment plus rapide non plus. En mode zigzag adaptatif, on laisse en outre le robot intelligent adapter automatiquement la direction de la trajectoire dans chaque zone. Ceux qui cochent l'option Pro dans les fonctions avancées obtiennent aussi dans l'application la possibilité de régler le chevauchement de la trajectoire de coupe de manière plus large ou plus étroite. La valeur standard est de 20 cm, afin de ne laisser aucun brin d'herbe. La vitesse de déplacement peut également être ajustée. Plus le robot agit vite, plus le risque augmente sur de grandes surfaces que quelques brins restent parfois debout. Si l'on veut faire fonctionner le Yuka à l'aube ou au crépuscule, ce qui est parfaitement possible sur le plan fonctionnel, on peut laisser l'éclairage LED automatique activé dans l'application. Il n'est plutôt pas nécessaire grâce à la tour laser, mais il a évidemment un aspect élégant. Les LED latérales peuvent être activées ou désactivées séparément dans un point dédié. Un phare avant est également présent. Quels inconvénients peut-on relever ? Le câble de rallonge entre la station et la prise extérieure ne mesure que 5 mètres, alors que le standard chez d'autres fabricants est plutôt de 10 mètres. Une pièce de rechange existe, mais elle est elle aussi limitée à 5 mètres. De plus, la hauteur de coupe ne peut être réglée qu'au moyen d'une molette située sur le boîtier, par palier de 0,5 cm entre 2 et 6 cm, et non électroniquement via l'application. On peut considérer cela comme un défaut en matière de confort, mais dans la pratique, cela ne devrait plus vraiment préoccuper beaucoup d'utilisateurs après une mise en service réussie. Jusqu'à présent, de vrais problèmes ne se dégagent pas. Il s'agit plutôt de ces 2 points critiques qui relèvent davantage du détail esthétique que d'une vraie pertinence pratique. En matière d'évitement des obstacles et de dommages, on porte bien sûr une certaine responsabilité personnelle, car cette fonction peut être complètement désactivée de manière autonome via l'application. Ce n'est une solution appropriée que pour les obstacles élevés et durs situés aux limites extérieures, autour des clôtures, des murs, des terrasses en bois et autres éléments similaires. À l'intérieur de la surface, il n'est alors plus possible de garantir quoi que ce soit qui n'aurait pas été auparavant protégé par des zones interdites. Aux limites extérieures, on peut se protéger en plus en y traçant des clôtures virtuelles. Il existe également l'inverse. Grâce aux zones sans obstacle, on peut explicitement indiquer que certains secteurs doivent être abordés de manière moins hésitante. Des exemples seraient des groupes de sièges rapprochés ou des îlots de végétation haute qui doivent être tondus. On pourrait encore formuler une critique latente concernant la manière dont la fonction DropMow est parfois présentée. Dans une vidéo, elle apparaît avec la formule « installation en 1 minute », ce qu'il faut toutefois comprendre en pratique uniquement comme une solution temporaire. Dans les images marketing, elle est ensuite replacée plus honnêtement dans le contexte global. Il s'agit en effet jusqu'à présent d'une fonction bêta qui peut être lancée sans cartographie préalable par une pression sur le boîtier ou alternativement via l'application.
Il s'agit alors d'une opération unique qui doit être relancée manuellement après chaque cycle de batterie. Pour une utilisation pratique à moyen terme, une cartographie classique des limites extérieures au début semble donc plus pertinente. Cela fonctionne selon le principe d'une boucle avec un point de départ et un point d'arrivée à la station de charge qui doit se trouver dans le réseau Wi-Fi. Si le robot doit être déplacé au moyen d'un curseur de type joystick, une connexion Bluetooth est également nécessaire. Comme un module 4G est intégré d'usine, on peut observer le robot à tout moment depuis le travail ou depuis les vacances pendant les 3 premières années. Le flux vidéo de la caméra est disponible à tout moment sur demande et une localisation GPS est présente comme protection contre le vol. Ceux qui souhaitent encore utiliser cela à partir de la 4e année doivent acheter le service pour 50 € par an. En regardant de très près, on constate en outre qu'il y a une lentille de caméra en moins que sur le robot 500 fonctionnant uniquement avec caméra. Mais même en se limitant strictement à cet aspect, on ne devrait pas vraiment être moins bien servi. La technologie de caméra travaille en High Dynamic Range avec un espace colorimétrique étendu et dispose de capteurs Global Shutter. Un capteur Global Shutter expose et lit tous les pixels de l'image entière exactement au même fragment de seconde. Il n'y a pas de balayage ligne par ligne, ce qui signifie que l'image devient immédiatement pour le robot un instantané absolument fixe et non déformé de la réalité. Par conséquent, la double caméra gère tout de même bien, grâce à cette technologie professionnelle, le soleil bas ainsi qu'un certain jeu d'ombre et de lumière. À cela s'ajoute justement la technologie laser qui, contrairement au robot RTK apparenté 800, ne voit pas non plus ses performances chuter sous les cimes des arbres ou lorsqu'il est coincé près des façades de maisons. Conclusion. Le Yuka Mini Lidar est parfait pour les jardins exigeants avec de nombreuses manœuvres de demi-tour qui peuvent aussi être fortement ombragées. L'installation est vraiment rapide car contrairement au Luba, aucun pare-choc ne doit être vissé. Le robot arrive entièrement prémonté. Un tournevis est également fourni avec lequel on fixe 4 vis sous la station. Même de l'huile lubrifiante est directement incluse au cas où les roulettes directionnelles deviendraient un jour plus dures à manœuvrer. À cela s'ajoutent 6 lames de rechange, 5 autres sont déjà prémontées. Et comme mentionné, la rallonge vers le bloc d'alimentation mesure 5 mètres. Il n'est pas clair si le bloc d'alimentation, comme le boîtier et la station, est protégé contre les jets d'eau puissants selon la norme IPX6. La tendance serait plutôt à répondre non, puisque ce n'est pas mentionné. Il devrait donc soit rester réellement au sec en permanence, soit idéalement être positionné légèrement en hauteur et suspendu. Pour profiter pleinement de l'étendue de l'application, il faut cartographier une fois les limites extérieures au début. Selon la taille réelle de la surface, cela prend environ 15 à 20 minutes. Plus la zone est complexe, par exemple avec des alternances entre le franchissement de zones sans risque et le maintien d'une distance près d'obstacles élevés, plus il est préférable de le faire directement manuellement. L'ensemble est assez intuitif, et pour les limites extérieures élevées, une distance d'environ 15 cm est recommandée lors de la cartographie, sans qu'il soit nécessaire de la respecter de manière minutieusement précise. Par la suite, on obtient de vastes possibilités de personnalisation et un robot tondeuse compact qui ménage la couche végétale et franchit les passages étroits à partir d'une largeur de 55 cm. Les zones créées peuvent, si on le souhaite, être traitées individuellement en matière d'horaire et de motifs de coupe. Une information peut toutefois encore être pertinente dans les jardins comportant beaucoup de passages étroits. Certes, les passages à partir d'une largeur de 55 cm peuvent être entretenus, ce qui est supérieur à la moyenne. Mais les chemins explicites reliant différentes zones doivent, selon le fabricant, mesurer au moins 1 mètre de large. Si ce n'est pas le cas à l'endroit de transition souhaité, on peut toujours dessiner une zone sans obstacle afin que le robot y entre de manière un peu plus agressive. La station de charge ne doit d'ailleurs pas obligatoirement se trouver sur la pelouse. Il peut aussi y avoir jusqu'à 5 mètres de distance sur des surfaces imperméabilisées qui sont ensuite reliées par un chemin. Dans ce cas, il vaut toutefois mieux se procurer séparément des chevilles à expansion pour la fixation. Nous espérons que cette vidéo t'aura aidé. Si c'est le cas, tu peux nous soutenir en achetant ton robot tondeuse via l'offre Amazon liée sous la vidéo. Merci et à la prochaine.